On parle maintenant du fonctionnement du Parlement européen à travers l'expérience d'une eurodéputée LFI de la gauche, donc dont c'est le premier mandat. Elle explique dans son livre Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne, paru il y a 2 mois. Bonjour Leïla Chebbi. Bonjour. D'abord, le titre de votre livre, il y a 2 mots qui m'ont interpellé. Pirate, qui donne l'impression que vous êtes une eurodéputée un peu clandestine, et puis machine, qui laisse entendre que vous pourriez être broyée. Alors, est-ce que vous avez été broyée, et est-ce que vous considérez comme une passagère clandestine au sein de cet appareil législatif européen? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est vrai que moi, je raconte comment, quand j'arrive au Parlement européen en 2019, bon, c'est mon premier mandat d'élu. C'est pas la première fois que je milite, je suis engagée depuis un certain nombre d'années dans le milieu associatif, dans le milieu politique, mais j'ai toujours fait ça comme 99% des militants, en dehors de mon boulot, le soir et le week-end. Et j'arrive au Parlement européen, donc je suis Madame la députée. J'ai l'impression d'être dans une machine immense, dans un costume qui est trop grand pour moi, une machine énorme, dont on ne comprend pas grand-chose au début, dont on a l'impression qu'elle est très technique, que tout le monde qui est là est très à l'aise, sauf vous, et une machine bien huilée, dans laquelle je m'aperçois que tout est fait pour que les citoyens soient éloignés, et pour que les décisions politiques qui sont prises dans le Parlement européen, elles aillent dans le sens de l'intérêt d'une minorité, des lobbies, les lobbies qui font pas partie de l'organigramme, qui n'existent pas dans les institutions de l'Union européenne officiellement, mais qui ont un pouvoir d'influence et qui profitent de l'éloignement des citoyens. Et donc, je vais infiltrer cette machine en quelque sorte, la faire dérailler en quelque sorte, en faisant rentrer les principaux concernés, en faisant du contre-lobbying en quelque sorte. Et puis ça a été plutôt victorieux, puisqu'à la fin, je reviens, au bout de 5 ans de mandat, avec une directive qui va permettre d'améliorer la vie de millions de travailleurs. Alors vous avez déjà tout décliné, mais alors on va y aller un à un, une chose après une autre. Est-ce que ça a été difficile pour vous de comprendre les codes de ce Parlement européen, puisque vous étiez face au lobby, face aux gardiens d'une Europe libérale, face à l'extrême droite? Est-ce que vous avez eu du mal à comprendre les codes? Oui, alors quand on arrive au Parlement européen, d'abord on veut bien faire les choses. Moi j'ai voulu faire la bonne élève et j'ai raison de le faire parce qu'on n'est pas nombreux à être élus députés européens, à représenter la France, à représenter notre mouvement politique. Donc j'essaie d'apprendre. Dans votre groupe, vous êtes 6. On est 6. On est une délégation de 6 élus qui arrivons dans le plus petit groupe du Parlement européen. Et on essaye donc de comprendre. On est entouré, mais on ne comprend pas très bien le fonctionnement. Je suis dans le Parlement européen, mais c'est le seul Parlement du monde qui n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. C'est-à-dire que si je veux une directive, il faut d'abord que ce soit la Commission européenne qui la propose. Donc je dois faire pression sur la Commission européenne. On est dans un environnement où tout paraît un petit peu dépolitisé, en quelque sorte. Vous savez, on a en France l'image des débats à l'Assemblée nationale qui sont très virulents, très conflictualisés. Eh bien, au Parlement européen, ce n'est pas le cas. Déjà, vous avez 27 pays, 27 nationalités différentes. Quand vous parlez, vous avez le droit de parler en français. Je parle français dans l'hémicycle, mais c'est passé au filtre de l'interprétation, les interprètes, cet outil magique qui fait que vous pouvez communiquer. Il y a des choses qui se perdent entre-temps, c'est ça que vous Ça voulez passe dire? au filtre. C'est-à-dire que moi, quand je vais taper du poing sur la table, dire c'est scandaleux la situation des chauffeurs VTC de chez Uber, et puis il y en a marre, on doit arrêter, ça va être traduit en polonais par la personne qui m'interprète en polonais par c'est scandaleux la situation des chauffeurs Uber. Et donc ça participe, tout ça, à lisser ça n'a pas le même effet, les échanges. Oui, Vous avez aussi beaucoup d'honneur, vous savez, moi souvent au départ, donc j'ai l'impression d'être dans un costume trop grand pour moi, et vous avez énormément de moyens, on vous donne du Madame la députée, tout est fait pour lisser, pour beaucoup de courtoisie aussi dans le fonctionnement parlementaire, quelque chose qui peut rapidement vous endormir en quelque sorte. Ouais. Vous avez parlé justement de l'ubérisation de la société, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Où en êtes-vous justement plus précisément sur ce sujet? Que peuvent faire justement les eurodéputés pour protéger ces travailleurs? Eh ben, j'ai la fierté d'être devant vous aujourd'hui et de vous dire que le 24 avril, donc au Parlement européen, à la dernière session plénière du Parlement avant la fin de la législature, on va ratifier une directive qui va améliorer la situation de ces personnes-là. Alors de quoi on parle? Quand en 2019, on apprend que l'Union européenne va faire une réglementation sur le sujet, les lobbies, ils se frottent les mains. Vous savez, les lobbies, donc, ils sont très présents au Parlement européen. Ils ont l'habitude d'influencer la loi au point, parfois, qu'on a l'impression qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Et là, ils se disent, mais de quoi on parle? On parle de travailleurs qui ne sont pas considérés comme des salariés, de travailleurs qui sont donc le livreur de repas à domicile de chez Uber Eats et Deliveroo, le chauffeur VTC de chez Uber, qui
qui avaient cru ce que les plateformes leur promettaient, à savoir être l'entrepreneur, être son propre patron, et qui se rendent compte finalement qu'ils n'ont rien d'indépendant, qu'ils choisissent pas leurs tarifs, qu'ils choisissent pas comment ils vont travailler. Et donc quand l'Union européenne dit on va légiférer là-dessus, les lobbies se disent on va rendre légal le fait d'avoir pour un employeur des gens sous ce qu'on appelle la subordination, mais sans avoir à leur donner le droit du travail. Et finalement, donc, avec un rapport de force, en faisant rentrer dans le Parlement les chauffeurs VTC venus de toute l'Europe, voire d'Amérique latine, des États-Unis, et les livreurs de repas pareil, on va obtenir une réglementation qui dit qu'à partir du moment où une plateforme subordonne, donc à partir du moment où une plateforme va contrôler, sanctionner, diriger, choisir vos tarifs, décider que vous êtes déconnecté parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, bref, ce que fait un patron dans le monde du travail traditionnel, eh bien, elle est obligée d'appliquer le droit du travail et la protection sociale. Et là, il y a une idée, il y a eu un rapport. Ça veut dire que ces chauffeurs, par exemple, ne sont plus des travailleurs indépendants. C'est-à-dire que ils sont pas indépendants déjà. Oui, c'est pas ça le considérés problème. en tout cas, oui. Et c'est que soit ils veulent, s'ils restent indépendants, ça veut dire que la plateforme arrête de les subordonner et fait juste de la mise en relation, comme ce qu'elle est censée faire à la base. Soit alors ils continuent d'être subordonnés par la plateforme, et dans ce cas-là, la plateforme doit payer les cotisations sociales d'un salarié, leur donner accès au droit du travail comme n'importe quel travailleur, les congés payés, le salaire minimum. Et juste là-dessus, il n'est pas question seulement des chauffeurs VTC et des livreurs de repas. C'est pour ça que dans notre bataille qui a duré plusieurs années, c'est long, un processus législatif européen, on s'est affronté à ceux qui voulaient casser tout le salariat. Partout en Europe, il y a soit on est indépendant, soit on est salarié. Soit on est salarié, on a un patron, mais bon, on a accès au droit du travail. Soit on n'a pas de patron et on travaille comme on veut, on n'a pas accès au droit du travail. Et l'enjeu là-dedans, en face, ils voulaient réellement casser le salariat en inventant la possibilité d'un statut tiers entre les deux. On ne les a pas laissés faire. On n'a pas laissé Uber et Macron, parce que malheureusement on n'a pas le temps d'en parler, mais Macron a beaucoup joué et influencé là-dedans, mais on ne les a pas laissés faire. Et pour une fois, l'Union européenne va permettre de faire avancer les droits sociaux dans le bon sens, et c'est quand même pas tous les jours l'affaire. Leïla Chebbi, vous dites aussi que effectivement c'est très très difficile, c'est très long à faire. Est-ce que vous faites comment vous fonctionnez? Il y a forcément des stratégies, il y a des convergences de groupes qui sont transnationales, mais il y a aussi des pays avec lesquels c'était très difficile de s'entendre, et à l'inverse, ceux avec lesquels c'était plus simple. Comment on développe ces stratégies-là? Oui, alors il y a vraiment une tactique qu'on a mis en place, parce que l'histoire qui paraissait écrite, c'était une histoire où je perds, moi qui fais partie du plus petit groupe du Parlement européen, où les travailleurs ubérisés qui sont précaires, qui n'ont même pas de syndicat, ils perdent, et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc on a développé une stratégie parlementaire à l'intérieur du Parlement. Mais ce qui a été déterminant, je vous donne une idée toute simple. Vous savez, moi je découvre quand j'arrive au Parlement européen le fait qu'on soit traduit dans toutes les langues. Je me dis, mais ça c'est magique, et ça c'est un outil que je vais pouvoir utiliser pour permettre à tous les travailleurs qui se mobilisent, aux livreurs de repas qui est à Madrid, aux livreurs de Deliveroo qui est à Bordeaux, qui est en Slovénie, qui est en Belgique. Dans une convergence d'intérêts. C'est ça, je les réunis à Bruxelles, je leur mets à disposition cette interprétation, et là ils se rendent compte qu'ils disent la même chose. La plateforme contre laquelle ils combattent est organisée à l'échelle européenne. Eux, tout d'un coup, ils constituent un lobby, une force puissante qui est à même d'imposer ses vues et d'influencer le processus législatif. Il y a eu un ensemble de facteurs tactiques, mais celui-là, pour moi, c'est le facteur primordial, la construction d'un contre-lobbying, et c'est une recette qui marche, et j'espère qu'elle va marcher pour d'autres sujets dans la prochaine législature. Justement, quels sont ces prochains sujets, puisque vous allez rempiler, c'est une machine européenne, vous avez pris goût, vous y allez pour continuer votre mandat. Quels sont vos prochains objectifs, très très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps? Eh bien moi, j'ai toujours envie de m'affronter au fait qu'il y ait des employeurs, il y ait des multinationales qui piétinent les droits, qui piétinent les règles du jeu, qui piétinent la loi, et je veux les forcer à assumer leurs obligations, interdire la sous-traitance quand c'est pas nécessaire, les forcer à payer leurs impôts, interdire la mainmise d'Amazon sur tous les secteurs de nos vies, et lutter plus globalement contre des plateformes que personne n'a élues et qui se pensent au-dessus des règles. On rappelle votre livre, Leïla Chebbi, députée pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne, paru en France aux éditions Actes Sud. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.